Est-ce que ça marche? Je vérifie juste. Magnifique. Eh ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Rémi Cassagne. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui est comment on passe de vendeur de surgelés en porte-à-porte à développeur full stack sur un site e-commerce en production. Et pour répondre à cette question, ben, on va s'appuyer tout simplement sur mon parcours, parce que cette transition, aussi improbable soit-elle, bah, c'est celle de ma vie. Donc voilà. Faut savoir que je pars pas forcément avec les mêmes bases que tout le monde. Quand je quitte le lycée, j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme. Comme j'ai dit après, j'ai été commercial. J'ai fait 2 fois la piscine de l'école 42 que j'ai échoué. J'ai fait une formation que j'ai abandonnée, puis un bootcamp. Et j'ai passé 8 mois sans mission à enchaîner des centaines, voire peut-être milliers de refus, j'ai arrêté de compter. Et pourtant, bah, je suis là devant vous à donner ce premier talk. Si je devais prendre un peu de recul sur tout ça, jamais j'aurais cru. C'est un peu improbable. Mais soit, maintenant qu'on est là, on va faire de notre mieux. Parce que au final, malgré ce parcours aussi improbable soit-il, ce qui m'a construit comme développeur, c'est pas forcément les formations par lesquelles je suis passé, mais c'est plus toutes les galères qui sont arrivées et tout ce que j'ai traversé, que ce soit avant, pendant, après et autour. Alors aujourd'hui, pendant ce talk, en 3 axes, ce qu'on va voir. Dans un premier temps, ce que la vente m'a appris au-delà du 1 de Rémi, ce que la vente m'a appris avant le code, parce que j'en ai tiré des choses de la vente que j'utilise même encore aujourd'hui, que ça soit dans ma vie perso ou même professionnelle en tant que développeur. Ensuite, les portes fermées comme moteur, tout ce que les 1, 2, pardon, excusez-moi, on prend le temps. Les portes fermées comme moteur, et pour illustrer ça, on va avoir un compteur en haut à droite des slides, vous l'avez vu, qui va s'incrémenter à chaque fois que je vais me ramasser une petite porte fermée. Et bah, c'est ce petit compteur qui va s'incrémenter pour illustrer un peu tout ça. Et enfin, comment on arrive en production sans filet, quelles sont les étapes pour arriver jusque-là. Donc, ce que la vente m'a appris avant le code, quand j'étais commercial, donc, du coup, comme je le disais, j'étais vendeur de surgelés pour une entreprise qui s'appelle Maximo, qui est l'équivalent de Thiriet, Bofrost, Tout par Gel. J'imagine que vous connaissez. On faisait surtout de la vente de surgelés à domicile. On avait aussi un peu d'épicerie, etc., mais on s'en fout. Mes journées, chaque jour, quand j'arrivais, j'avais une nouvelle tournée, donc un nouveau village ou ville sur laquelle je devais aller, avec une liste de clients prédéfinie. Sur cette liste de clients, la plupart s'attendaient à mon passage et avaient déjà préparé leurs commandes. Le travail était bien mâché quand j'avais bien réussi à formater un peu mes clients. Mais sur cette liste, il y avait aussi des clients qui sortaient du fichier parce que ça faisait trop longtemps qu'ils n'avaient pas commandé. Et du coup, mon but, bah, c'était de compenser le fait qu'ils sortent du fichier. Donc, soit en arrivant à les faire commander, mais quand c'est une mamie qui est morte, bah, compliqué. Du coup, bah, pour compenser ça, fallait taper des portes au sens propre du terme. Fallait se confronter à ça et faire donc de la prospection. Et donc la prospection, c'est quelque chose qui est pas ultra simple. Par exemple, là, juste à main levée, qui ici a déjà envoyé bouler quelqu'un, un appel de prospect au téléphone, par exemple, bonjour, c'est Free. Voilà. Ok, donc vous voyez de quoi je parle. Bah, cette violence avec laquelle vous avez pu envoyer bouler cette personne, que ça soit même juste en lui raccrochant au nez, bah, c'est un peu ce que je vivais un peu tous les jours. Et là, c'était en face à face. Donc, c'est une première chose qui rend ça qui est difficile. Et notamment le fait que ça soit des inconnus. La plupart du temps, les gens, ils nous invitent assez facilement chez eux. Quand on est jeune à ce moment-là, d'autant plus, je trouvais ça fou que des gens me laissaient rentrer chez eux. Je trouvais ça dingue. Je voyais les photos de famille, etc. Je là, mais on ne se connaît pas. Et pourtant, ils me laissaient rentrer chez eux pour que je leur vende des surgelés. Mais donc voilà. Ensuite, il y a le terrain difficile. Au tout début, quand j'étais chez Maximo, j'avais encore le A, j'étais encore un jeune conducteur. Donc la circulation, c'était quelque chose qui n'était pas simple, surtout sur des tournées comme Vaux-en-Velin, Villeurbanne, 17-18 heures, quand tout le monde sort du travail, c'était pas forcément évident. Et aussi le fait que sur certaines tournées, on avait des quartiers où on n'avait pas le droit d'aller à partir d'une certaine heure, et ni même mettre la livraison pour que nos livreurs aient livré ces clients-là à partir d'une certaine heure, sans vouloir paraître alarmiste ou quoi là-dessus, mais c'était une réalité, on n'avait pas le droit. Et du coup, tout ça, ça conduit à ce qu'au début,
j'enchaînais les refus, j'avais des mauvais résultats, je n'étais pas le meilleur des vendeurs, et pourtant, j'ai dû apprendre, du coup, à l'être, parce que j'allais pas rester dans ce statut de mauvais vendeur, mauvais salaire. Il y a un moment, il fallait que je me sorte les doigts et que j'apprenne des choses. Ce qui illustre un peu ce côté que j'avais des mauvais résultats. Après une semaine de formation avec un commercial sur son secteur à lui, je suis tout seul dans ma voiture, sur mon secteur à moi. Et sur cette première semaine tout seul, j'ai la tournée de Vaux-en-Velin-Villeurbanne, j'ai 80 clients à aller voir, j'ai 36 commandes à ramener. Et sur ces 80 clients, j'en aurais vu que 20, 25 à tout casser. J'aurais ramené moins de 10 commandes et j'aurais quand même fini à 22 heures. Donc, c'était assez sport, mais c'est ce qui m'a formé et c'est ce qui m'a obligé, on va dire, à trouver les mécanismes pour être meilleur. Pour commencer, le premier, ça va être de définir le besoin avant d'agir. Quand j'arrive chez un client, si j'ai pas de pitch, que je sais, connais pas mon produit, que je sais pas ce qu'il veut, c'est compliqué de vendre. Si par exemple, comment dire, c'est une mamie et qu'elle est toute seule, je vais pas m'amuser à lui présenter les nuggets en forme de dinosaure que je vends pour une famille qui a des enfants. Donc, faut vraiment comprendre ce que le prospect en face de nous, il a besoin. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que je retrouve aujourd'hui en mission, parce que c'est ce qui m'aide, en fait, à poser les bonnes questions, à reformuler, à demander à ce qu'on reformule, à ce qu'on m'explique, à comprendre pourquoi on fait ça maintenant et pas avant, pourquoi on priorise dans cet ordre. Donc, voilà, c'est le premier mécanisme. Définir les besoins avant d'agir, c'est une bonne chose. Pour ça, il faut poser des bonnes questions, mais il faut les poser vite. Dans la vente, si on n'a pas le... 1, 2, Rémi. On n'a que 5 minutes pour qualifier un prospect dans la vente. Je ne vais pas m'amuser sur ma tournée Vaux-en-Velin-Villeurbanne, quand j'ai 80 clients à aller voir, à parler du beau temps et de la pluie avec tous les clients. Il y a un moment, il faut que ça débite, il faut que j'envoie, il faut que j'enchaîne les clients. Donc, faut poser des questions, certes, mais il faut poser les bonnes et qu'elles soient pertinentes et que ça aille vite. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive quand je commence sur ma mission, parce que dès le premier jour, je dois livrer en production. Et donc, sur une code base legacy, c'est un peu ce à quoi je me confronte. En fait, j'ai peu de temps pour comprendre comment le code est structuré, pourquoi il est mal structuré, etc. Il faut que je trouve les nœuds et que j'avance quand même. Et enfin, ne pas avoir peur de l'inconnu. Comme je le disais, taper des portes, ça forge. Les personnes qu'on prospecte, on ne sait pas la journée qu'elles ont passée derrière, on ne sait pas si c'est la 20e fois de la journée qu'elles se font prospecter. Donc, et on ne sait pas du coup comment on va être accueilli, si on va se faire insulter ou claquer la porte au nez. Donc, ça forge. Et faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce que on s'est pris un refus qu'on va s'en prendre tout le temps. Faut réussir à être meilleur et à bien rebondir après ça. Et donc aujourd'hui en production, c'est un peu ce qui m'arrive pareil quand j'arrive sur cette code base legacy où il n'y a pas de test, pas de documentation, il n'y a rien. Je me rends compte que ça m'a un peu servi ma vie de vendeur. Au final, comme j'aime le dire, c'est pas forcément du courage mais c'est plus de l'habitude euh, liée à ce passé de commercial. Donc je fais 2 ans et demi à peu près chez Maximo à être commercial, à vendre des surgelés. Au bout de 2 ans et demi, j'en ai fait un peu le tour. Ça me stimule plus autant qu'avant. Je rentre un peu dans la routine. Mon secteur se porte bien. Je deviens un bon vendeur, mais il n'y a plus l'excitation que pouvait y avoir avant. C'est devenu un peu, entre guillemets, facile, sans vouloir paraître prétentieux. Et au même moment, parce que j'avais cette situation stable, j'avais le projet d'achat d'un appartement. J'avais une banque qui me suivait et vu que j'avais ma situation stable, que j'étais un bon vendeur, un bon salaire, etc., j'avais un projet d'achat d'appartement. Et au final, je décide de quitter mon travail et en même temps de et d'abandonner ce projet d'achat d'appartement. Pour faire quoi après? En fait, pas grand-chose. À ce moment-là, je savais pas du tout ce que je voulais faire quand je quitte tout ça. Je savais que juste la vente, j'en avais marre. Pour moi, mon projet d'achat d'appartement, il était un peu indissociable de mon métier de commercial. Et donc, je me dis, l'un ne va pas sans l'autre. Si je quitte le métier de commercial, je dois aussi abandonner l'appartement. Et je me retrouve un peu dans cette situation où je sais pas trop ce que je veux faire. J'entends parler d'une école, l'école 42, fondée par Xavier Niel. Je me renseigne un peu dessus. Il n'y a pas de prérequis de diplôme, ça m'arrange bien. C'est gratuit, ça m'arrange bien. Et donc, je décide de faire la première piscine
de l'école 42. À ce moment-là, je sais pas quoi faire, j'ai un mois à tuer, pourquoi pas, après tout. Ça se trouve, j'aime bien et tant mieux. Ça se trouve, j'aime pas et j'aurais appris quelque chose sur moi-même que j'aime pas. Je fais cette première piscine avec, comme je dis, l'objectif de vraiment découvrir. Si j'aime pas, je me ferme pas du tout la porte de rentrer chez moi, en fait. Mais au final, dès la première semaine, c'est vraiment un déclic. Je suis vraiment tombé dedans. Ça a été une vraie révélation pour moi, autant sur l'aspect humain que sur le code. Les deux combinés à 42, c'est un peu une sorte d'effervescence sociale, mais aussi technique, ce qui fait que j'ai vraiment accroché avec ça, et ça m'a vraiment donné cette passion, ce qui fait que je vais au bout de cette première piscine, mais je suis refusé. J'ai pas de feedback, parce que c'est un peu la politique de 42, de pas te dire pourquoi on ne prend pas. Mais c'est pas grave, parce que je me laisse pas forcément abattre par ça, et je décide je retourne dans la vente, mais je me forme en parallèle de la vente au C, parce que la piscine s'est fait en C. Je décide de m'auto-former là-dessus, sans forcément de cadre, sans professeur ni rien. Euh, et l'année prochaine, je retente. Je refais une piscine. Et là, ce coup-ci, l'objectif, c'est d'arriver un peu mieux préparé, un peu plus aguerri. Et donc, c'est là le moment où notre compteur de portes fermées commence à s'incrémenter. La première. Je refais la piscine, un an plus tard, après avoir fait des petits boulots dans l'alimentaire. Cette seconde piscine se passe beaucoup mieux. Quand j'arrive, je le sens. Je suis vraiment plus aguerri, plus affûté. Je vais plus loin dans les projets que je dois rendre. Je passe plus de temps aussi à aider les autres. Parce que forcément, je suis quelqu'un qui refait la piscine, qui ne la fait pas pour la première fois. Donc les gens, ils ont plus d'intérêt pour moi à venir me chercher pour me demander des conseils, de l'aide, etc. Ce qui illustre bien ça, c'est que durant la piscine, il y a quelque chose qui s'appelle le Voxotron, qui est un vote toutes les semaines. La piscine, ça dure 4 semaines, donc chaque semaine, il y a un vote. Et on vote pour les 12 personnes qui nous ont le plus aidés pendant la semaine. Et à la fin de la piscine, juste avant l'examen final, on a un peu le résultat du Voxotron, sans forcément avoir le classement, etc. Mais ils disent un peu les 3 premiers, sans dire qui étaient premier, deuxième, troisième. Et je figurais parmi ces noms-là. Donc, que ça soit sur le plan technique, social, humain, etc., je me dis, j'ai fait une meilleure piscine. Et en fait, ça s'avère que peut-être que non. Je suis à nouveau refusé, toujours pas de feedback, toujours la politique de 42 qui est géniale de ne pas donner de feedback. À ce moment-là, je me dis que c'est pas grave de pas avoir de feedback, que c'est à moi aussi de me remettre en question au bout d'un moment, de comprendre le pourquoi du comment. Je me pose pas mal de questions. J'essaye de me dire que peut-être que mes notes aux examens, elles étaient pas révélatrice de mon vrai niveau, que peut-être que j'ai rigolé pas des bonnes choses avec les bonnes personnes, de plusieurs choses. Je pose plein de questions, mais encore une fois, je me laisse pas abattre. Je me dis qu'il faut accepter de vivre avec l'absence de réponse. Et comme je dis, je décide quand même de continuer. Quand j'ai les résultats de cette deuxième piscine, on est mi-septembre, et à ce moment-là, tout ce qui m'importe, c'est d'être développeur et d'être formé pour être développeur. Donc, de trouver une école le plus tôt possible pour justement être développeur, parce que j'ai pas envie de repartir dans des métiers alimentaires ou à repartir dans la vente, etc. J'en avais un peu marre. Et là, on commence, et du coup, je trouve cette école. Oui. Et du coup, là, on voit le premier pattern qui se dessine, c'est que le blocage, ça va pas forcément m'arrêter, mais ça va plus rediriger, me faire viser un peu ailleurs. J'arrive donc dans cette nouvelle formation que je viens de trouver, qui s'appelle Ada Tech School, où là, je vais voir un peu les bases de la programmation web, toucher à mes premiers frameworks, faire mes premiers petits projets. Et en fait, durant cette formation, ils vont nous donner des conseils hyper importants, je trouve, que j'ai appliqués, qui sont à savoir de commencer à poster sur LinkedIn, donc chose que j'ai commencé à partir de ce moment-là, et aussi d'aller à des meet-up. Et donc, c'est à partir de ce moment-là aussi où je commence à aller à mes premiers meet-up, que ce soit avec les Software Crafters Lyon, que ce soit avec Lyon.js ou d'autres, où j'essaye un peu d'étendre ma culture tech au-delà de juste ce que peut m'apporter l'école. Au final, au bout d'un petit trimestre dans cette formation, il y a un petit décalage entre ce qui est affiché, ce qu'ils vendent, et ce que je vis moi en formation. J'aime dire que c'est pas un abandon, c'est une décision.
pour romanciser le fait que je me suis fait mettre à la porte. Ça sonne toujours un peu mieux. Mais grosso modo, c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, encore une fois, je me laisse pas abattre, c'est pas grave. Je décide de retourner dans un boulot alimentaire, de trouver une autre formation, sauf que cette formation, elle commence que dans 6 mois. Il faut combler le vide de ces 6 mois. Donc ce vide, je le comble déjà en trouvant un boulot alimentaire. Pendant ce boulot alimentaire, j'ai la chance d'avoir vraiment une super équipe qui est super compréhensive de mon projet, etc. Et qui me laisse vachement de temps pour m'organiser, etc. Ce qui fait que le matin, j'ai quasiment toutes mes matinées de libre parce que je suis de fermeture de la boutique. Et donc, ce qui me permet en fait le matin de bosser sur la théorie, d'apprendre de nouveaux langages, etc., de creuser l'écosystème JavaScript, que ça passe du coup par TypeScript, React, Next, etc., etc., de construire mon portfolio, parce qu'en parallèle de tout ce que j'apprends le matin, le soir, quand je rentre du travail, je fais plein de projets, et du coup, je me construis petit à petit mon portfolio, et au final, ce que je me rends compte, c'est que à ce moment-là, je construis pas forcément, je suis pas un cursus prédéfini, mais je me construis plutôt moi-même ma progression sans forcément de prof pour me dire comment apprendre. Et aussi, pendant ces 6 mois, je vais pas forcément arrêter d'aller en meeting ou à des katas. Je vais vraiment construire une culture technique et je vais lire pas mal de livres. Euh, et ces livres, je vais les lire notamment pendant mon temps de travail, parce que les après-midi sont un peu plus cool. Et comme je l'ai dit, l'équipe, elle est géniale et elle me laisse faire un peu ce que je veux. Du coup, j'en profite justement pour lire pendant mon temps de travail. Donc, que ça soit Softwarecraft de Cyril Matraire et d'autres développeurs, qui me permet de mettre un premier pied dans le craft et de manière un peu plus poussée que juste au travers d'effleurer la surface lors de Coding Dojo, qui a été une vraie révélation pour moi et qui m'a très très vite sensibilisé au fait de faire du code Perrin. Ensuite, j'ai lu pas mal d'articles. Je ne l'ai pas lu en entier, Clean Code. J'ai lu surtout pas mal d'articles et d'extraits que je pouvais trouver sur Internet par-ci par-là de Robert C. Martin. Et enfin, pendant cette même période, Colin a sorti son livre que j'ai acheté et que du coup, pareil, j'ai lu pendant cette période, à ce moment-là. Donc voilà. En fait, à l'époque, surtout, pour moi, être développeur, c'était avoir un maximum de connaissances. Et du coup, dans ma tête, je devais en ingérer un maximum en un temps très restreint pour être très vite employable, parce que au final, c'était mon objectif, c'était d'être développeur d'un point de vue professionnel. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, ce que je me rends compte, c'est que j'apprenais des choses que, en fait, on m'aurait pas enseigné en formation plus que ça. Donc après ces 6 mois à m'être pas mal auto-formé moi-même, avoir fait mon portfolio, etc., j'arrive à ce fameux bootcamp. Euh, J'arrive à ce fameux bootcamp qui s'appelle Le Wagon. À ce moment-là, le premier jour, il y a une phrase que je dis qui m'a marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui, où il demande, on fait un petit tour de table pour se présenter, et une des questions, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, comment on est arrivé au wagon. Et moi, ma réponse, c'est, en fait, parce que j'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui, je voyais surtout les échecs, et ma réponse, c'est, je suis ici pour enfin réussir quelque chose de ma vie, ce qui paraît très fataliste comme question, comme réponse, mais en soi, c'est vrai. À ce moment-là, j'avais pas du tout le recul, je voyais que mes échecs. Dans ma tête, quand je regardais le rétroviseur, j'avais abandonné une situation qui était ultra stable, un projet d'achat d'appartement. Je m'étais lancé dans ce projet d'être développeur, mais ça avait pas l'air de plus prendre que ça. Donc, pour moi, l'objectif, c'était enfin d'aller au bout d'une formation et, et d'avoir un diplôme et d'être donc développeur. Quand je commence cette formation au wagon, je le sens que j'arrive avec une longueur d'avance, que en fait, tout ce que j'ai fait là pendant 2 ans quasiment, ça n'a pas été en vain. Et du coup, comment dire? Oui, ça n'a pas été en vain et que ça a servi à quelque chose. Le wagon, au final, d'un point de vue technique, ne va pas m'apporter tant de choses que ça, parce que la plupart des choses, je les avais déjà construites avant, si ce n'est la syntaxe de Ruby et de Ruby on Rails, parce que c'est un bootcamp qui est sur ces langages. Bon, quand après j'ai regardé le marché de l'emploi pour ces langages, j'étais un peu dégoûté. Donc bon. Mais ce que ça m'a surtout appris, c'est de travailler en groupe, parce que c'est quelque chose qui est vachement mis en avant durant cette formation. Puis
Surtout, je suis allé au bout et du coup, j'ai eu enfin mon diplôme, moi qui partait sans le bac. Merci beaucoup. Au final, on peut se rendre compte que l'autodidaxie, c'est pas forcément un palliatif, mais c'est plus une méthode. Mais du coup, apprendre seul dans son coin, c'est bien, mais maintenant, faut livrer en production. Quand je finis ma formation chez Le Wagon, je trouve très vite un stage chez Spash. Spash, c'est une startup qui fait de l'enregistrement vidéo de matchs de paddle. Et à ce moment-là, ils sont en train de faire un outil pour analyser, du coup, un outil IA pour analyser les performances des joueurs sur le terrain lors d'un match. Et donc, moi, je vais leur faire un outil de visualisation pour l'IA qu'ils sont en train d'entraîner. Euh, oui, un d'eux. Pour aider justement l'équipe de développeurs à voir ce que voit l'IA. Pourquoi à tel frame elle va dire que c'est un smash alors que factuellement le smash il est 3 frames après. Pourquoi elle dit qu'à cette frame la balle elle a rebondi dans telle zone, etc. etc. Tout plein de choses comme ça qu'on va pouvoir mettre en lumière à travers cet outil que j'ai développé en grande autonomie. Parce que les développeurs, eux, étaient concentrés sur l'IA, ils me donnaient un peu leurs besoins. Moi, avec mon passé de commercial, bah, j'essayais de raffiner ce qu'ils pouvaient me donner. Et donc voilà. Lorsque je l'ai développé, j'ai mis une attention particulière à l'UI et l'UX, parce que c'est quelque chose qui me tient quand même un peu à cœur. Et au final, c'était un peu trop soigné, à tel point que le CEO, il a donné l'outil à ses commerciaux pour dire, eh ben, en fait, utilisez l'outil pour montrer aux leads qu'on a que en fait, ça marche, ce qu'on développe. Et donc, ça a permis de, de- d'être utilisé par autre chose que les développeurs. Au final, aujourd'hui, c'est un outil qui est toujours en production, qui sert toujours, que ça soit autant pour les commerciaux que pour les développeurs. Ils ont fait quelques petites mises à jour depuis que je suis parti. Moi, j'ai régulièrement des nouvelles parce que j'ai un ami qui continue de travailler là-bas. Mais après ça, ce stage, il a duré que quelques mois. Et donc, après ça, il faut rentrer dans le grand bain. C'est le moment où il faut, comment dire, commencer à postuler, à se lancer. Euh, oui, je sais pas où j'allais. Euh, Dans un job, du coup. ouais, dans un job, ouais, si possible, c'est mieux. Et donc, va s'enchaîner une période assez creuse où pendant 8 mois, je vais galérer, mais pendant cette période, du coup, je vais mener 2 chantiers en parallèle, à savoir en premier lieu, faire une application mobile, qui était un projet que j'avais en tête depuis un moment. Et là, j'avais que du temps à revendre vu que j'étais en recherche d'emploi, donc c'était le moment ou jamais de lancer cette application mobile. Cette application mobile, elle s'appelait Kicksfolio. Ça permettait de mettre en lien deux de mes passions. Donc le code qui était une passion assez nouvelle, mais aussi les baskets qui est une passion depuis que je suis tout petit. J'adore les paires de chaussures un peu originales. Et donc ça permettait de mettre en lien ces deux passions-là. Et, euh, et je vais au bout. Au bout de à peu près 7 mois de développement, j'arrive à la publier sur les stores, quand bien même c'était une petite galère de sortir une app sur les stores, parce que les stores, ils sont pas très cool pour qu'on sorte une app dessus. Donc j'ai appris ça un peu à la dure. Euh, D'ailleurs, la capture d'écran, on peut voir qu'elle a été prise à 1h20 du matin. C'est quand je l'ai publié sur les stores, sur l'Apple Store. J'étais tellement content. Et ça illustre bien le fait que j'ai passé un peu des nuits blanches dessus sur cette app. Donc voilà, ça permettait l'application, du coup, comme je disais, de mettre en lien mes deux passions. Et en fait, c'était un outil pour les passionnés de basket afin de référencer dans leur téléphone de manière ultra simple et pratique toute leur collection de baskets. Et en fait, ça passait par la grosse feature principale, c'était on scanne le code barre qu'on a sur la boîte, ça pré-remplit toutes les données du formulaire, on complète, nous, que ce qui est propre par rapport à notre paire de chaussures, donc la condition, c'est quelque chose qui est propre à ma paire de chaussures, par exemple. Et après, on l'ajoutait à notre collection et c'était fait, les images, etc. On n'avait pas à s'en occuper. Donc voilà. Et au final, cette application, elle m'aura appris ce qu'aucun bootcamp vraiment n'enseigne. Mais en fait, c'est le coût réel d'aller au bout d'un projet. Et c'était un peu la croix et la bannière, ce projet-là.
Au final, quand je le sors, on est début septembre de l'année dernière. J'ai à peu près une centaine, 200 utilisateurs constants actifs jusqu'à ce que j'arrête de renouveler mon abonnement, enfin la licence Apple. Mais, euh, mais voilà. Comme je le disais, donc ça, c'était le premier chantier. Le deuxième chantier, ça va être de postuler. Et ça va être le plus gros. Au-delà de mon application mobile, je vais passer le plus clair de mon temps à postuler à des offres d'emploi. D'ailleurs, à ce moment-là, 3-4 mois après que j'ai fini mon stage, France Travail m'envoie un mail. Ils me disent on aimerait être sûr que tu sois vraiment en recherche active. Et à ce moment-là, je leur envoie un peu une capture d'écran de toutes les plateformes sur lesquelles je postule, où il y a le nombre total des offres postulées dans les X derniers mois. Et ça dépassait déjà 300 facilement. Et donc, je trouvais que c'était un peu du foutage de gueule qui m'envoie ce mail-là, alors que je me démenais corps et âme pour justement trouver un boulot. Et j'arrivais quand même à décrocher quelques entretiens, par-ci, par-là. C'était pas la joie non plus, mais il y en avait quand même. Et je me rendais compte de quelque chose, c'était que mon parcours était atypique, justement, comme je le disais, et comment le raconter à un RH qui, lui, s'attend à voir quelqu'un sortir d'école d'ingé, comment bien lui vendre le truc. Et c'était quelque chose qui me bloquait un peu. En fait, ce qui me bloquait, c'était de réussir, entre guillemets, à me vendre en soi. Parce qu'en fait, savoir vendre, c'était bien, je savais le faire, mais savoir me vendre, c'était mieux. Euh, et la solution à ça, elle a été assez simple, parce que comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai fait ma formation chez Adatech School, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. En fait, j'ai jamais arrêté depuis ce moment-là. Même pendant cette période de recherche d'emploi, je continuais. À ce moment-là, justement, je parlais surtout sur LinkedIn de mon application mobile que je développais en parallèle de ma recherche d'emploi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que au fil du temps, j'avais accumulé un petit réseau et je vais demander de l'aide publiquement. Je vais pas avoir peur, je vais pas avoir honte entre guillemets. Je vais leur demander de l'aide pour justement m'aider à passer des entretiens, à faire des simulations d'entretien. Au final, ce poste, il a eu des répercussions auxquelles je ne me serais pas attendu. En quelques semaines, en quelques jours plutôt, mon agenda il est rempli sur 2 semaines. J'enchaîne des dizaines je pense bien une quinzaine de calls avec des gens de tout horizon, de tout corps de métier, pour justement m'entraîner à affiner mon speech, à affiner mon discours, à tout simplement apprendre à me vendre. Au final, ce poste, il a pas mal débloqué les choses euh, parce que après ce poste-là et les calls que j'ai pu faire, les, euh, les entretiens que j'avais de meilleures réponses, des réponses du moins plus qualitatives plutôt que des messages préfaits, génériques, etc. On me rappelait plus souvent, on m'expliquait plus souvent le pourquoi du comment j'étais pas pris. Je sentais que j'étais plus percutant et pertinent dans les entretiens. Malgré ça, ça suffisait pas parce que j'étais toujours pas pris. Ok, c'est bien marrant, tu me rappelles, tu me dis pourquoi je suis pas pris, mais prends-moi s'il te plaît. Donc voilà. Au final, j'arrive un peu au bout du rouleau après 8 mois à rien trouver. Je commence un peu à tout remettre en question, à me dire que finalement, c'est peut-être pas fait pour moi. Finalement, je vais peut-être changer de pays parce que je suis pas spécialement d'attache en France et que je peux me le permettre et que j'aurai peut-être plus de chance ailleurs. Je me pose pas mal de questions. Et ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, début septembre, je sors l'application. Mi-septembre, au final, j'ai une première offre pour une autre application mobile, ce coup-ci. Et peu de temps après cette première offre que je suis sur le point d'accepter, j'en ai une deuxième. Ce qui est fou. Pendant 8 mois, j'ai rien. Je suis sur le point de limite changer de pays, repartir dans la vente ou trouver autre chose, me reconvertir en tant que maçon. Et, et là, on me met deux offres sous le nez. Au final, je me retrouve avec le choix du roi. Et donc, le choix, il va se faire assez naturellement parce que je vais choisir l'entreprise pour laquelle je pense que je vais le plus progresser, être le mieux encadré, etc. Celle qui va m'apporter le meilleur cadre, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui,
Je suis en mission, toujours celle que j'ai trouvée à l'époque, là, en septembre dernier. La boucle se ferme, justement. J'ai enfin réussi à trouver quelque chose. La mission, pour faire très simple, Hollis Labs, c'est un site e-commerce fondé par une des filles de la famille Rothschild, qui est une petite start-up qui fait de la vente de clean cosmétiques. Et en fait, on récupère une codebase legacy qui a été faite par une agence web. Ils ont décidé après ça de se rendre compte que c'était un peu une mauvaise idée et que le travail était ni fait ni à faire, et donc d'internaliser l'équipe de développeurs. Donc on récupère la codebase legacy, on a une migration vers Next.js pour améliorer tout ça qui est prévu mais qui n'a pas du tout commencé. Et la gestion du contenu sur le site, elle est un peu horrible. Si on a envie de changer juste le titre d'un produit, euh, c'est une automatisation sur Make qui est pas du tout, sur laquelle on peut pas vraiment avoir confiance. C'est très très bancal. Une fois sur 8, ça crache. On sait pas pourquoi. Et 7 fois sur 8, ça va marcher. C'est assez particulier à ce moment-là. Mais au final, en fait, j'ai pas, me, ça me refroidit pas autant que ce que ça devrait, entre guillemets, parce que ça me fait pas peur. Ne pas avoir peur, c'est ce que j'ai appris justement en toquant des portes, en me prenant des refus violents dans la face. Et donc aujourd'hui, ça devient plus de l'habitude. Au final, j'avais pas le bac. J'ai échoué 2 fois la piscine de 42. J'ai été viré d'une école, plus j'ai passé 6 mois tout seul à m'auto-former. J'ai fait un bootcamp, j'ai passé 8 mois tout seul. Et pourtant, je suis là devant vous à donner mon premier talk. À chaque fois, une progression que personne ne m'aurait donnée autrement. Pendant ces périodes, j'ai lu un livre écrit par quelqu'un de cette communauté. Aujourd'hui, c'est cette même communauté qui m'invite à être ici. Et je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est exactement ce que le craft fait. En dehors des lignes de code, il crée des cercles où les gens se retrouvent. Parce que ce qui nous forge en tant que développeur, c'est pas la formation qu'on a suivie, c'est la culture qu'on se crée en route. C'était Rémi Cassagne, développeur par obstination. Merci beaucoup. Il y a du temps pour les questions parce que j'ai carrément pris le train. C'est horrible. Normalement, j'avais 45 minutes et là, C'est normal. j'ai vraiment pris le train. J'aimerais juste, excuse-moi Colin, Bien sûr. rajouter 2 petites choses vu que j'ai le temps. Déjà, remercier les Software Crafters Lyon pour l'invitation. C'est un plaisir. Remercier mes parents parce que en fait, tout ça, ça aurait pas été possible sans leur soutien. Et pas tout le monde a la chance d'avoir le soutien de ses parents sur tous les aspects. Donc, ça a été aussi en grande partie grâce à eux que j'ai pu réussir à concrétiser ce projet, cette reconversion. Et voilà, enfin, de tout ce que je voulais rajouter. Salut, merci pour Bonjour. la presse, c'était vraiment top. On imagine que j'ai 20 ans, je suis vendeur en surgelé et j'ai envie de faire du développement. Est-ce que tu me conseillerais de le faire et comment je procéderais? Oh, c'est horrible comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que oui, quelque chose dont je ne dis pas, c'est que toute cette recherche d'emploi, elle se fait l'année dernière dans le contexte actuel qu'on connaît, l'intelligence artificielle, tout ça, tout ça. Est-ce que je conseillerais de le faire? Si c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, oui. Et comment le faire? Euh, C'est une bonne question. Comment le faire? Quel serait le meilleur chemin? Je pense pas avoir la vérité absolue dessus. Mais je dirais que se sensibiliser assez tôt aux produits et au code qu'on produit, c'est un bon axe, plutôt que se concentrer sur la technique et juste la syntaxe d'un langage qui devient, en plus de ça, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, un peu, comment dire, secondaire. J'ajouterais un peu peut-être les choses que tu as dit, aller dans les communautés, lire des livres, publier sur LinkedIn, faire des vrais projets à côté, Oui, se rendre oui, oui, visible. oui, oui. Oui, comment j'ai pu oublier ça?
Bonjour Rémi. Moi c'est pas tellement une question déjà. Je juste te dire que j'ai suivi toute ton aventure. C'était incroyable. Je suis vraiment mais bluffé par ta détermination. Comment tu t'es accroché. Et sur LinkedIn, ce que tu as fait. Tu as fait vraiment une super belle com. Et du coup, moi j'ai juste une petite question. J'ai cru comprendre que tu voulais partir en Corée. Je voudrais savoir où on en est. Tu veux me faire pleurer là avec une phrase. Merci beaucoup, ça me touche, c'est très touchant. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, chez Hollis Lab, je suis en full télétravail. J'ai cette chance-là. Et j'ai cette chance aussi qui me laisse énormément de liberté. Et justement, qui me laisse ce projet de partir en Corée pendant 3 mois. C'est quelque chose que je vais faire en septembre. De septembre à décembre, les billets d'avion sont déjà pris. Donc, je vais travailler en Corée pour eux. Enfin, je vais travailler depuis la Corée toujours pour eux. Et en parallèle de explorer le pays et découvrir cette culture, etc. pour voir si, à terme, j'ai envie de m'y installer parce que c'est un de mes projets dans la vie de changer de pays. Attends, mais Volvic va faire quoi? Bah, Volvic, pendant 3 mois, il va être. Le chat. Qui est mon chat, du coup. Qui est mon chat. Pendant 3 mois, il va être chez ma mère. Pour le moment, je vais pas le prendre. Et si je décide d'emménager en Corée un jour, il viendra avec moi. Bien sûr, c'est prévu. Il y avait les histoires du chat sur LinkedIn, c'est vrai. Ouais. D'autres questions, d'autres choses pour Rémi? C'est pas vraiment une question, mais du coup, le projet, il en est où là sur Next.js et tout, la migration Alors, ça où on en est avance? aujourd'hui? Non, très bonne question. Où on en est aujourd'hui? Alors oui, j'en parle quand j'arrive. Aujourd'hui, on a commencé la migration vers Next.js. On a migré tout le checkout. C'est la partie un peu là où l'argent rentre. Donc, sur un e-commerce, c'est un peu bête d'avoir un checkout qui fait 15 000 lignes, pas testé, etc. Donc ça, c'est migré sur Next.js. J'ai un peu forcé pour les tests. Il y a ça, et on a mis en place un CMS qui s'appelle du coup Payload, où c'est du code propriétaire, c'est un CMS open source. Et on a mis ça en place justement pour la gestion du contenu sur le site. Et on commence à migrer petit à petit toutes les collections qu'on a vers ce CMS-là. Et la migration vers Next.js, elle prend son temps, mais elle avance. Combien de temps de projet? Combien de temps que j'y suis? Depuis octobre de l'année dernière, donc ça va faire... je sais pas, je sais plus compter. Mais depuis octobre de l'année dernière. Moi, j'ai une question un peu plus sur le futur. Là, tu as expliqué comment tu es arrivé développeur professionnel. Mhm, C'est une étape, mais on sait qu'il y en a plein d'autres dans le monde. forcément. Voilà, c'est jamais fini, étudiant permanent, etc. C'est quoi ta roadmap un peu pour la suite, pour continuer à progresser, etc. Ma roadmap actuelle, c'est déjà de continuer d'apprendre tout ce qui est bonne pratique, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne cesserai d'apprendre. Et ma roadmap d'un point de vue plus global, c'est actuellement, je suis en train d'apprendre Free.js pour faire de la 3D parce que j'adore le front-end et que la 3D, je trouve que c'est la prochaine étape. J'aime bien avoir des interfaces un peu léchées, etc. Et d'être plus le côté créatif développeur et faire des interfaces avec des expériences bien à part. J'ai pas eu le temps de prendre une photo. Tu peux remettre ton avant-dernier slide avec ta citation, s'il te plaît? Encore avant. Ah, excuse-moi. Celle-là? Non. Ouais. Salut Rémi, bravo. Merci. Je suis hyper impressionnée. Ma question, c'est peut-être par rapport à ta stratégie quand tu veux apprendre une nouvelle techno, un nouveau truc, parce qu'on a vu dans ton parcours plein d'étapes où tu t'es retrouvé un peu tout seul à apprendre des nouveaux langages, des nouvelles. Comment tu t'y prends pour être sûr d'avoir fait le tour et de pouvoir te dire que cette compétence-là, tu l'as plus ou moins cochée, tu peux la vendre? Alors, comment... Une bonne question. Je me fais une roadmap. Je vais sur la doc, je regarde les grandes notions, les grands titres, etc. qu'on peut trouver sur la doc. Et avec ça, je me construis une grosse roadmap. J'utilise un outil qui s'appelle Obsidian pour prendre des notes. Et c'est vraiment mon deuxième cerveau, Obsidian. Et donc, sur Obsidian, je vais me faire une roadmap, par exemple, pour mon application mobile. Et je peux peut-être même le montrer, hein. En soi, pour mon application mobile, j'avais fait toute une roadmap de toutes les connaissances que je devais avoir en, en React Native avant de... Pourquoi il veut pas? Parce que je suis en plein écran. Eh oui.
Hop, ici. Allez. Bon. Ouais, en noir, on ça va pas voir grand chose. complicado. Je suis pas prêt. C'est trop. En fait, j'ai 3 de QI, donc c'est un peu le problème aussi. Mais genre, ouais. À l'aide. Et Ouais, la souris. malheureusement, sur Ça un va plus. Macintosh, comment Ouais, ouvrir mais- Obsidian, j'aimerais beaucoup t'aider. Mais Non, mais j'ai réussi à l'ouvrir, mais c'est juste j'ai le thème sombre par défaut. Oui, du coup, ce que j'ai fait pour cette roadmap pour Kixfolio pour apprendre toutes les notions de React Native, en fait, je me fais déjà tout, par exemple, React Native, qui est déjà un framework de la librairie qui est React. Déjà, il faut que je fasse tous les prérequis qui est d'apprendre React. Ensuite, consolider ces prérequis de React avec Next avant de passer sur React Native. Et en fait, à chaque fois, dans cette roadmap que je me fais de toutes les notions un peu que je dois avoir, je mets de l'IA pour un peu regrouper tout ce qui va ensemble. Et ensuite, je me mets des checkpoints de ici, en fait, il faut réussir à faire ce projet-là pour qui voudra valider que tu as validé les compétences d'avant. Et ainsi de suite, en fait. Bonjour Rémi, Bonjour. bravo. Merci. J'ai plein de questions, mais je vais essayer d'en poser que 2-3. C'est quoi le truc le plus fou qui t'est arrivé quand Dans la vente t'étais vendeur en surgelé, ouais? T'as dit, bon, j'arrive à Ouais. faire des photos pour les gens, ok. Oui, mais oui. Je pense que... On t'a jamais proposé des trucs un peu chelous? Manu, Non, mais une fois, c'est une cliente que j'ai l'habitude d'aller voir. La plupart du temps, sa commande, elle était à la boîte aux lettres. J'avais jamais à sonner chez elle. Je l'avais limite jamais vue de mes 2 ans. Dans la boîte aux lettres? Non, elle la mettait sur la boîte aux lettres, en fait, au niveau du grillage. Et moi, je récupérais juste le catalogue. Elle avait coché tout ce qu'elle voulait dedans. Je me prenais pas la tête. C'était les clients qui faisaient ça me sauvaient énormément de temps. Mais un jour, elle y était pas, cette commande. Moi qui étais habitué à... Et du coup, il fallait que, pour une fois, je toque chez elle. Et en fait, c'est son fils qui m'ouvre et j'entends les parents un peu au loin dans des ébats. Donc voilà. Après, je disais les trucs les plus fous, genre te faire courser par un chien ou je ne Bon. sais pas. Bon, j'ai un bon feeling avec les animaux. Moi, j'avais pas de soucis là-dessus. J'avais un client, il avait 2 mastifs du Tibet c'est des ours, c'est plus des chiens. Quand j'étais à l'extérieur du portail, ça se sentait que c'était des chiens de garde, que si je passais le bras ou que si j'essayais de faire un geste un peu trop brusque, je finissais pas la journée. Et dès qu'il ouvrait le portail, c'était des gros nounours qui voulaient juste des caresses. Ok, du coup Maxime t'a posé une question sur ta roadmap et t'as répondu des choses très techniques. Aujourd'hui, tu nous racontes ton parcours, ou tu partages sur LinkedIn. Aujourd'hui, t'es là. Est-ce que déjà ça t'a plu cette expérience de speaker forcé par Colin? Non, pas forcé. C'est juste dire. Ah, ah là, Celle-ci pas forcé. C'est un coding dojo, un apéro après un coding dojo le soir, il me souffle l'idée. Je rigole, je le prends pas au sérieux, je dis pourquoi pas. Et au final, il y a un mois, il revient avec l'idée à la charge. Et je fais, voilà, bon, forcé. Voilà. Et du coup, t'as bien aimé? J'ai bien aimé, ouais. T'as envie de le refaire? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Est-ce que du coup, tu te vois pas devenir le rôle modèle des personnes en reconversion? Non. Non. Je pense que ce serait trop de pression. Et... attention quand tu dis ça des enfants. Ouais. Non, mais devenir le rôle modèle, ce serait trop fort. C'est prétentieux, mais Ouais. il y en aurait plein. Ok. Dans les cours par hasard. Je laisse le micro à d'autres personnes. Merci. Il reste un tout petit peu de temps. Merci. C'était cool. T'en as parlé un petit peu. Inversement, qu'est-ce que tu trouves chez les développeuses comme peut-être soft skill qui manquerait et que toi, t'avais parce que tu connaissais le milieu de la vente? Oui, c'est vrai. C'est un truc que j'ai carrément sauté parce que j'ai pris le train quand je parlais. En fait, c'est tout cet aspect de sensibilité produit et de comprendre le produit avant d'exécuter, je dirais. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de comprendre pourquoi on priorise telle chose et pas celle-là, plutôt que en fait, d'avoir tout le côté business en tête, plutôt que juste exécutant et comment dire, j'allais parler très vulgairement.
Oui, monétaire, ouais. Ouais. Donc, comprendre le problème et jusqu'à comprendre les flux monétaires. Je la refais pour la Ouais. capta. On arrive à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Rémi. Bah, merci à vous.